Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! France en poulet! 109.1 Sport des Sous. Ici Charles Dibert qui vous dit... De retour au World Mime Spike. Yes, fils de chien! Yes, de chien! Ok, fini là! Match nul! What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. C'est enfin le plus gros match sportif de l'année et non, je ne parle pas de l'affrontement de la division métropolitaine contre la division Atlantide au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey, mais plutôt du Super Bowl. Et oui, et cela ça veut dire aussi qu'on est rendu à notre chronique obligatoire sur la finale de la NFL. Hein. Par les années passées, nous avons expliqué les origines du Super Bowl ainsi que les démarches pour amener une équipe de la NFL à Montréal qui ont atteint leur paroxysme dans les loges d'un des Super Bowls de l'histoire. Ben, cette année, on a voulu vous faire un top 10. Bon, inquiétez-vous pas, hein, ça sera pas un top 10 sur les plus beaux jeux au quatrième quart comme on peut le voir à 30 images secondes. Non, hein, parce que, tu sais, on peut pas vraiment vous montrer des images vu qu'on est trop paresseux pour faire un podcast filmé. On va plutôt se concentrer sur les matchs en tant que tels, hein, les pires match du Super Bowl, en fait. Car non, ça n'a pas toujours été bon, ces matchs-là. Mais Guillaume, qu'est-ce qu'on veut dans un bon match de Super Bowl? Je suis content que je me pose la question à moi-même, hein, parce que pour faire un bon match de Super Bowl, ça nous prend de l'excitation, hein, soit des beaux jeux, du suspense jusqu'à la fin, un match serré, des bonnes équipes contre, un bon show de la mi-temps, des histoires à la Cendrillon, des underdogs, des ailes de poulet, alouettes, hein? Ah, non, peut-être pas eux, hein, les alouettes, c'est la coupe gris, on va pas mélanger les affaires, là. Donc, pour nous, notre top 10, ça sera les matchs qui respectent aucunement ces critères. Hein? Donc, les plus soporifiques ou qui s'est passé des trucs weird. Hein? Parce que Dieu sait qu'on n'est jamais à l'abri d'un match aussi plate qu'un match de baseball qui finit 1-0 à la 14e manche. Allez, top 10 des pires Super Bowl de l'histoire. Numéro 10, Super Bowl XII, Cowboys contre Broncos, 1978. On commence donc avec le premier Super Bowl à avoir été disputé à l'intérieur, dans ce cas-ci, le Superdome de la Nouvelle-Orléans. Deux grosses défensives s'affrontent, ça promet d'être tout un duel. Écoute, les défensives sont tellement bonnes que les Américains ont donné des surnoms cool aux deux défenses. D'un côté, les Cowboys de Dallas avec leur Doomsday Defense, et de l'autre, les Broncos de Denver avec leur Orange Crush Defense. Oui, comme la liqueur. Et un match-up comme ça, ça peut juste faire un Super Bowl en le vent, hein? Non? Ben, les Broncos ont commis 8 revirements, soit 4 interceptions et 4 fumbles, et ils ont réussi qu'à marquer qu'un touché dans le match qu'à la fin du troisième quart. Puis les deux corps arrière des Broncos, car oui, ils ont été deux dans la partie, ont eu des statistiques cumulées de 8 passes sur 25 de compléter pour 61 verges, soit 7,6 verges par passe. Ouch! Au final, les Cowboys remportent le match 27-10 pour leur deuxième Super Bowl où, un autre truc weird, deux joueurs défensifs sont nommés co-MVP. Hein? Faut croire que la Orange Crush Defense aura donné des malaises gastriques à la mauvaise équipe? Numéro 9, Super Bowl XXVII, Bills contre Cowboys, 1993. Ce Super Bowl a établi un record pour le plus grand nombre de points marqués par les deux équipes, soit de 69 points. 362 verges d'attaque du côté des Bills de Buffalo et 408 du côté des Cowboys de Dallas. Ça doit être le signe que ça a été un grand match. Si je dis que les Bills ont commis 9 revirements et que leur QB partant s'est blessé au début du deuxième quart, est-ce que ça change votre vision des choses? Bon, écoutez, les Cowboys ont marqué 35 points suite au revirement des Bills de Buffalo, dont 3 touchés en première demi. À la mi-temps, c'était déjà rendu 28-10 et le match a fini 52-17 pour les Cowboys. Ça aurait même pu être pire comme résultat, car le plaqueur défensif Leon Lett a récupéré un fumble et a couru pour 64 verges et lors des 10 dernières, il ralentit, il se met à célébrer et c'est à ce moment que l'un des joueurs des Bills à sa poursuite lui vole le ballon et le récupère pour en faire un touchback. Vous avez probablement déjà vu ce jeu-là dans une cage au sport en mangeant du popcorn trop salé dans l'attente d'une serveuse absente. Bref, comme le disait mon grand-père, à vaincre sans adversité, il n'y a point d'adversaire à vaincre. Donc, pour le spectacle, on repassera. Surtout celui de la mi-temps, où on a eu le droit à un Michael Jackson qui est resté immobile sur la scène pendant près de 2 minutes. Et non, je ne niaise pas. Numéro
1988, Super Bowl XXII, Redskins contre Broncos, 1988. Ouais, préparez-vous, fans des Broncos, votre équipe revient plus d'une fois dans ce top 10. Mais cette fois-ci, ça sera différent. Un touché dans les 2 premières minutes grâce à une bombe de 56 verges sur le premier jeu offensif, 10-0 Denver après un quart. Tout allait bien après le premier quart, mais est arrivé le deuxième. Oh! 35 points sans riposte de l'équipe qui avait un nom raciste autrefois. 35-10 à la mi-temps, 4 possessions d'avance sur les Broncos. Autant dire que le match était fini. Au final, un score de 42-10, 602 verges d'attaque pour Washington. Encore une fois, pas la plus grosse suspense, mais on a eu au moins vu Doug Williams, le premier corps arrière partant afro-américain à gagner le Super Bowl. Et selon la légende, le corps arrière se serait fait poser une question un peu spéciale lors de la journée des médias, soit ça fait combien de temps que vous êtes un corps arrière noir? Yeah! Le passé raciste. Mais Match Nul a fait enquête et c'est pas vraiment la question qui a été posée. On va rectifier les faits tout de suite, hein? On va détruire la rumeur. Mais la question était plutôt: il est évident que vous avez toujours été un corps arrière noir dans votre vie. Quand est-ce que ça a commencé à avoir de l'importance? Hein? C'est presque mieux, hein? Numéro 7, Super Bowl IV, Vikings contre Chiefs, 1970. Encore un match-up entre les deux meilleures défenses des deux ligues. Oh! Un match à bas pointage, ça peut être excitant, diront les amateurs de football plate. Les conditions météorologiques ne sont pas très belles, avec un terrain très mouillé et une alerte à une possible tornade avant le début du match. Ça promet. Durant les célébrations d'avant-match, les organisateurs ont décidé de mettre un Viking dans une montgolfière pour amuser la foule parce que why not? Et malheureusement, la montgolfière ne s'envole jamais et fonce directement dans la foule. Hein. Il a fallu un autre Viking avec une lance pour arrêter la progression de l'engin. Et oui, c'est vraiment arrivé. Allez voir ça sur YouTube, c'est excellent. Bref, tous les éléments sont réunis pour un spectacle ordinaire. Et ce sera le cas, hein, où la défense des Vikings du Minnesota, qui a loué seulement 9,5 points par match durant cette saison-là, il flanche en premier et tire de l'arrière 16-0 à la mi-temps. Les Vikings ont finalement inscrit leur seul point du match à la fin du troisième quart. Résultat, 23-7 pour les Chiefs de Kansas City et ça donne 80 000 partisans présents, pas mal déçus du spectacle. Hein. Sauf si tu mens en disant que tu avais sauté dans le bandwagon des Chiefs avant même que Mahomes soit de l'équipe, hein? Là, t'étais content. Numéro 6, Super Bowl XXXP, Ravens contre Giants, 2001. Grand duel au niveau des carrières. L'affrontement entre Trent Dilfer des Ravens de Baltimore et Kerry Collins des Giants de New York. Pas obligé de vous dire qu'avec des noms de la sorte, que l'attaque n'était pas vraiment la force des deux équipes. Hein. Mais on a des bonnes défenses et il commence à avoir un certain pattern. Hein? Donc, pas de suspense ni d'excitation, sauf durant 36 secondes au troisième quart où tout de suite après un retour d'interception pour un toucher des Ravens, les Giants ont répondu en marquant un toucher sur un retour du kick-off. Yes sir, on a un match. Sauf que sur le kick-off d'après le toucher des Giants, les Ravens ont à leur tour marqué un toucher sur le retour de beauté des Giants. Bon, ça s'annule, hein? Au final, les Ravens remportent le Super Bowl par la marque de 34-7 et c'est officiellement le Super Bowl avec le moins de verges d'attaque cumulées pour les deux équipes, soit 396 verges. C'est pas beaucoup. Et il y a eu 21 bottées de dégagement, les punts, là, durant la partie. C'est beaucoup trop. Mais le golfeur Phil Mickelson sera tout de même content du résultat parce qu'il avait misé 20 000 $ sur la victoire des Ravens au Super Bowl à la pré-saison, hein? Des gains de 560 000 $. Mais comment on peut avoir des Super Bowls pires que ça? Numéro 5, Super Bowl XXIX, Chargers contre 49ers, 1995. Les records sont faits pour être battus. 75 points durant ce match. Est-ce qu'un match offensif peut être plate? Il faut savoir que ce Super Bowl-là était attendu pour être qui sera le prochain agneau sacrifié du grand gagnant du duel entre les Cowboys et les 49ers. Et les 49ers de San Francisco sont favoris par 18,5 points. Les pauvres Chargers de San Diego gagneront-ils le match? Les Chargers vont se présenter, marquant un touché dans 3 des 4 quarts. Le problème, c'est que les 49ers se sont encore plus présentés qu'eux.
14-0 après 5 minutes de jeu, 28-7 après 20 minutes et 42-10 après 40 minutes. Voyez où je veux en venir, hein? Le corps arrière de San Francisco, Steve Young, lance 6 passes de toucher, un record, sur les 7 touchés de l'équipe pour un score final de 49-26. Écoute, l'endroit qui a eu le plus de drame et de suspense dans le match, c'est le show de la mi-temps avec la thématique étrange d'Indiana Jones et le temple de l'œil interdit, mais ça, on va vous le raconter une prochaine fois. Numéro 4 Super Bowl XLVIII Seahawks contre Broncos 2014. Oh, un affrontement au sommet de la ligue. La meilleure équipe de la conférence américaine, les Broncos de Denver, contre la meilleure équipe de la conférence nationale, les Seahawks de Seattle. La meilleure attaque, 606 points, soit 37,9 points par match, contre la meilleure défensive. Ils auront juste alloué 231 points, soit 14,4 points par match. En plus, c'est le premier match à être disputé dans le froid à l'extérieur au MetLife Stadium à New York pour un Super Bowl. Est-ce que le vieil adage « la défensive remporte les championnats » s'applique ici? Premier jeu du match, mauvaise remise, Manning reprend le ballon dans la zone des buts et se fait plaquer, safety, 2 points Seattle. Et c'est comme ça va se dérouler la première demi. C'est 22-0 en rentrant au vestiaire pour un spectacle de la mi-temps rempli de lip-sync de la part de Bruno Mars et des piments rouges de Chili Show. Début de la deuxième demi, les Broncos ont bien en tête de revenir de l'arrière. On botte, mais les Seahawks retournent le botter pour un toucher. Le spaghetti aux Broncos, il est pas mal cuit, hein? Score final, 43-8 pour les Seahawks de Seattle qui savourent leur premier championnat sans grandes adversités. En même temps, on n'aurait pas dû s'attendre à plus du Weed Bowl, surnommé ainsi vu que c'était l'affrontement entre les premiers États à avoir légalisé la marijuana. 2 ans trop tôt pour le pitou singe bébé, hein, d'ailleurs. Numéro 3 Super Bowl XXIV 49ers contre Broncos 1990. Encore les Broncos? Donc, eux, quand ils vont au Super Bowl, ils s'assurent toujours que le show soit plate en perdant. Oups, divulgateur. Parce que quand les Broncos perdent, ils s'assurent de ne pas se présenter et de perdre par beaucoup. Donc, on a notre confrontation du Super Bowl habituelle. La puissante attaque des 49ers de San Francisco menée par Joe Montana est la meilleure défensive de l'année qui a accordé 14,1 points par match cette saison en les Broncos de Denver. Bon, je vais arrêter de vous faire languir. Les 49ers ont détruit les Broncos 55-10, marquant 8 touchés dans le match. Écoutez, San Francisco a tellement dominé Denver que le corps arrière partant Joe Montana n'a pas joué les 11 dernières minutes de la partie. C'est le plus grand écart de points pour une victoire au Super Bowl. C'est pas tant intéressant voir une équipe planter une autre. On aime regarder le sport pour être surpris et vivre des émotions, on se le rappelle. Quoique les partisans des Broncos ont dû vivre toutes sortes d'émotions négatives face à la performance de leur équipe. Ça leur apprendra à jouer en orange. Numéro 2 Super Bowl XXXVII Raiders contre Buccaneers 2003. Bon, ce Super Bowl-là, c'est le plus flyé du top 10. Pourquoi? Parce que c'est le Pirate Bowl! Ahoy, matey! Les Boucaniers contre les Raiders. Tout commença lorsque, quelques lunes avant le début de la saison, le propriétaire du navire des Raiders, le Commodore Al Davis, décida que son entraîneur prenait un trop gros tribut à son trésor. Étant reconnu sur toutes les mers comme étant un Commodore cheap, il décida d'échanger son entraîneur, le capitaine John Gruden, dit Lobo Misoracis, aux Buccaneers de Tampa Bay pour 2 choix de première ronde, 2 choix de deuxième, ainsi que 8 millions de shillings. Les Raiders ont donc nommé en son remplaçant le coordonnateur à l'attaque de l'équipe, le quartier maître, Bill Œil de Taupe Callahan, par sembleux en espérant qu'il ne se rencontre pas au Super Bowl, hein? Eh bien, ce n'est pas le Pirate Bowl pour rien, et tout le monde des 2 équipages sont fin prêts pour ce grand duel qui s'annonce épique dans le port de San Diego. Enfin, presque tout le monde. Le centre étoile des Raiders, Barrett, Tequila Anakin, pas le temps de niaiser, Robbins, est parti la veille du match pour faire le party à Tijuana au Mexique, pensant qu'Oakland avait déjà gagné le Super Bowl. Ne jamais sous-estimer l'effet des drogues mexicaines. Alors, ce match, d'après vous, dans un Pirate Bowl, qu'est-ce que le pirate sait-il faire de mieux? Voler, sans rancune à l'adversaire, bande de bachibouzouk. Les Raiders vont voler un punt en prenant le ballon et l'emmenant dans la zone des buts pour un toucher. Que pouvez-vous faire de mieux, les boucaniers?
5 interceptions, donc 3 retournés pour un touché. Ça, c'est 21 points volés à l'autre équipe, Tonnerre de Bresse. Les Raiders ne comprennent rien. Comment ces satanés de bois d'ébène de boucanier font-ils pour savoir ce qu'on va faire? Eh bien, c'est parce que le nouveau entraîneur des Raiders, Bill, œil de taupe Callahan, n'a pas changé les signaux pour les jeux de son attaque. Signaux qui avaient été préétablis par l'ancien entraîneur qui est maintenant l'entraîneur de l'équipe de Tampa Bay, le capitaine John Gruden. Oh là, œil de taupe ne l'a pas vu venir celle-là. Au final, les Buccaneers sortiront vainqueurs de cet affrontement avec leur premier Super Bowl par la marque de 48-21 où 18 points des Raiders ont été faits dans les 17 dernières minutes du match. Trop peu trop tard, hein, marée d'eau douce. Évidemment, les partisans des Raiders ont réagi à cette défaite de manière civilisée, soit en mettant le feu à des autos et en saccageant les rues, jusqu'à ce que 400 officiers britanniques viennent leur faire comprendre que c'est juste du football, qu'il est tard et que demain, c'est lundi. Et numéro 1, Super Bowl LIII, Patriots contre Rams 2019. Donc, deux équipes faisant partie des 4 meilleures attaques de la ligue, check. Un match serré jusqu'à la fin, check. Techniquement, ça coche plusieurs cases qui sont supposées indiquer un bon match de football. Mais non! Tu sais, habituellement, dans un match de football, une des deux équipes veut gagner. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, 0-0 après un quart, 3-0 pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour nous envoyer au spectacle de la mi-temps de Maroon 5 qui était aussi endormant qu'un récital poétique de Bill Belichick. Après le troisième quart, surprise! Les Rams créent l'égalité. C'est 3-3 et la tension est à son comble pour la dizaine de spectateurs encore éveillés à ce point. Puis, les Patriots marquent le seul touché du match avec 7 minutes à faire en ajoutant un placement en fin de match pour un score final de 13-3. Oui, c'est le seul Super Bowl de la liste que j'ai été capable de tout vous décrire les événements du match tellement qu'il s'est rien passé. Les deux équipes ont une efficacité cumulée sur les troisièmes jeux de 6 sur 25 et ont dégagé 14 fois, dont 8 fois de suite pour les Rams un moment donné. Tu sais, quand le plus grand duel du match, c'est entre les deux punters, ça fait pas un grand spectacle. Inutile de vous dire, mais je vais vous le dire pareil, que c'est le Super Bowl avec le plus bas pointage. L'affaire qui est drôle, c'est qu'aucune des 4 équipes des Broncos présentes dans ce top 10 aurait gagné ce match-là, vu qu'elles ont tous marqué 10 points ou moins. Donc voilà ce qui complète notre top 10 des pires Super Bowls de l'histoire. Hein. Je vous mets au défi d'aller en écouter un match au complet, parce que si vous prenez le temps d'écouter Match Nul, c'est que vous avez probablement aussi le temps de vous taper un match piraté sur une chaîne YouTube avec un nom étrange comprenant beaucoup trop de chiffres. Je sais que vous êtes de ce genre-là. Passons maintenant au patinage de vitesse. Le retour de la XFL annoncé en 2023. Alléluia! The Rock le dit. Écoute, je sais pas si les Battlehawks de Saint-Louis vont toujours être là, notre équipe chérie. Mais bon, on va être prêts. On attend depuis un certain temps que la conclusion des 8 matchs de la saison. René Facel, l'ancien boss de l'IIHF, le hockey international qui n'est pas à l'intérieur du Canada, il rêve de faire une grande ligue de hockey en Europe qui s'appelle pas la KHL. Et oui, ils veulent compétitionner avec la LNH. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça pourrait être des équipes comme ça, hein? Qu'est-ce qui pourrait faire partie de cette ligue-là? Ah, c'est ce temps-là de l'année, hein? Oui, les Jeux Olympiques en Chine. La Chine, d'ailleurs, qui refuse aux journalistes et aux athlètes d'avoir leur propre téléphone cellulaire parce qu'ils risquent de tracker ce qui va se passer dessus. Donc, pas vraiment de liberté là-dessus. Mais en même temps, moi, j'ai vraiment une opinion sur la Chine, là, parce que vous savez que les Chinois, là, c'est juste vraiment une gang de... J'ai regardé l'autre jour une affiche sur le bord de la 15 en montrant l'émission Big Brother Célébrité et là je me suis mis à réfléchir. À quoi ça ressemblerait une émission de télé-réalité de la sorte sur une chaîne sportive? Résultat de cette cogitation, une télé-réalité regroupant des célébrités québécoises dans des tournois de mini-golf au travers de la province. 5 célébrités, 12 tournois, un seul champion du mini-pod qui sortira gagnant. Voici le petit trou. De retour au petit trou en direct du mini-golf fluo à Sainte-Hélène-de-Bagotte où notre 4e et dernier quatuor est rendu au 11e trou. Didier, explique-nous en quoi consiste ce trou. On a un trou avec une normale droite prenant la forme d'une banane avec une légère inclinaison dans la coupe qui mène au trou situé entre les jambes du gnome fluo au regard coquin. Voilà Tatiana Worcester qui s'installe au tête départ. Tatiana
Tatiana qui, on le rappelle, est une influenceuse éboueuse noire non-binaire sans grattance née d'une mère autochtone juive anciennement députée du Parti conservateur ainsi que d'un père réfugié népalais drag queen œuvrant dans l'industrie de l'écoterrorisme et qui habite désormais à Gaspé. Qu'on se le dise, c'est notre célébrité la moins connue, mais comme notre producteur le dirait, elle coche toutes les cases pour que l'émission semble inclusive. Et Tatiana réussit le trou en 3 coups, ce qui la positionne au 9e rang. J'ai interviewé le propriétaire du mini-golf fluo pour qu'il nous explique d'où est venue l'idée de faire un mini-golf dans le noir. On écoute sa réponse. Ouais, ben, j'avais arrêté de payer mes factures de l'ouf et je voulais continuer le mini-pod dans ma grange, fait que j'ai mis des néons puis du fluo, ils m'auront pas, ces Bon, on a compris l'essentiel de ses propos. C'est au tour de Jordi, l'ancien enfant star, de se présenter au tête départ. On se rappelle de lui surtout grâce à son tube planétaire Dur Dur d'être un bébé, mais face à sa performance dans ce tournoi, il devrait refaire sa chanson pour Dur Dur être un mini-poteur. Effectivement, et c'est pour ça qu'il risque l'élimination de cette semaine. Oh, et il envoie sa balle directement dans le petit gravier rose flash. Hey, les ordis, t'es tellement mauvais que tout le monde ne se rappelle plus de toi. En plus, t'es français. Oh, bonne tirade de Tatiana! Jordi est définitivement la risée du tournoi d'aujourd'hui et ses compétiteurs lui font le savoir. Et voilà Jordi comme un double bogey qui consolide sa participation au trou éliminatoire. On est rendu au 3e joueur du quatuor, c'est-à-dire toi, mon cher Didier Lucien. Eh oui, Gilles, c'est bien moi. Ça fait partie des avantages d'avoir le même nom d'une grande célébrité québécoise et que la production est trop cheap pour envoyer l'invitation à la bonne adresse. Ouais, bon, pas obligé de l'expliquer à chaque trou, Didier. Et en attendant que Didier se rende au trou, et pour ceux que c'est la première fois que se joignent à nous, sachez que nos célébrités vivent ensemble dans nos 2 motorisés qui se promènent partout au Québec entre les différents tournois. Voici donc un montage des meilleurs moments de la dernière semaine. Est-ce que quelqu'un aurait vu mes balles? Fais comme moi et mets-les dans ta poche. Ouais. Ben oui, toi, mettre des balles dans mes poches, je porte des leggings, des balles, ça paraît là-dedans. Tu sais, je serais obligé de les tirer par derrière puis de les mettre dans Vous le... savez, René Charles, en tant qu'auteur, compositeur, interprète émergent, il est de mon devoir de participer à ce genre d'exercice populaire pour les admirateurs. Comme lui dehors là-bas, mon cher Joseph Pantalon. Hey, Ginette Renaud, mettons que toi pis moi, on irait se pratiquer nos élans à la prochaine station de service. Ça te tenterait-tu? Essaye-toi pas avec moi, youpi! Je ne suis pas une femme à ma crise de poil. Ouais, je voulais juste lui montrer mon gros poteur de mascotte, là. Je comprends vraiment pas comment l'assistante vocale Google fait partie des célébrités du tournoi. Et moi je comprends pas qu'en marquant ton nom dans mon moteur de recherche ça donne juste la description du mot connasse. Oh, viens quand ici, la bitch! Bon, le montage a duré trop longtemps qu'on a manqué les 3 coups qui ont permis à Didier de terminer son trou. On va faire une petite pause et au retour, notre 4e joueur du quatuor se met à l'œuvre. Hey, toi, pas Oh, de la et c'est un petit poncho, gang, pareil. Hein. Et quand vous auriez le temps, présentez-moi la petite stagiaire là-bas. J'ai vraiment envie de montrer ce que j'ai dans le pantalon. Oh, non, je parle de monter dans le pantalon, c'est parce que je parle que je veux montrer ma graine. Et tu vas voir, ça va sauter. Le micro est ouvert. Voyons pourquoi vous me laissez le micro. On te le garantit, sinon, arts-en remis. De retour à Le Petit Trou. Oui, nous sommes de retour et alors que Marie-Pierre Morin s'installe pour entamer le trou, j'aimerais sincèrement présenter mes excuses pour les propos que j'aurais pu tenir durant la pause. Nous sommes rendus à une époque où les choix des mots utilisés sont primordiaux et je ne savais point que mon micro était ouvert et si j'ai pu offenser des esprits faibles, sachez que... Oh, la balle est dans la coupe! Birdie! Quel coup, mesdames et messieurs! Et, oh, le producteur me passe une note. Malheureusement, chers téléspectateurs, l'émission doit être annulée due à de trop faibles codes d'écoute. Pas ça qui est écrit. On te sac dehors, vieux tweet. Vous ne pouvez me sacrer dehors, je suis Gilles Gignac, je suis la référence du mini-pot dans toute la Beauce. Et qu'est-ce que ces gens-là vont dire, hein? Ils vont boycotter le mini-pot. Tu veux être reconnu comme l'homme qui a entamé cette rébellion? Je suis important, hein? Je suis intouchable, je suis le mini-pot. Écoute, je pense que je suis prêt à avoir 7 personnes qui nous boycottent. Ah ouais, scram! Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Le Petit Trou avec un nouvel animateur. C'est maintenant le moment de notre deuxième partie de notre tier list, le match nul NHL Real Ultimate Tier List Extreme Part 2. Cette fois-ci, on s'attaque avec la division métropolitaine. On se rappelle, on a 5 tiers, le tier S, A, B, D, C, D, je sais plus trop, mais en tout cas, je vous laisse aller voir, on va en reparler pendant le truc. On commence tout de suite avec notre première équipe. Nous
voilà avec la bande de connards à Raleigh, les Hurricanes de la Caroline, et bien évidemment, comme vous le savez, l'équipe était à Hartford avant de débarquer dans ce fabuleux marché traditionnel de hockey. Et qu'est-ce qui est drôle dans leur histoire, c'est qu'au moment où les propriétaires ont annoncé que le club quittait la ville de Hartford à la fin de mars 1997, ben, il n'y avait aucune idée de l'endroit où le club jouerait la saison suivante. Leur premier choix était Las Vegas, mais le commissaire de la Ligue nationale, Gary Bettman, ne voulait pas être la première ligue sportive professionnelle à s'installer dans la ville du vice. Son deuxième choix était Columbus, mais la Ligue était déjà en train d'approuver une expansion là-bas, donc il fallait un autre endroit. Et, au dire du propriétaire Peter Karamanos, il a passé 6 semaines à chercher une place pour son équipe, sur la côte Est, sur la côte Ouest, dans les villes du gambling, dans le Nord, voire même l'Alaska, et très au Sud. Finalement, Raleigh, le meilleur endroit pour installer une équipe de hockey. Pas convaincu? Dites-vous que l'équipe a fait sa parade de la Coupe Stanley dans le parking de l'Arena. Une grosse ville de hockey, hein? Ouais, du hockey comme dans le temps. Comme des choses. Ouais. Wow, attends, non. Oui, en ce moment, ils sont excitants à voir jouer et leur attitude de trou de cul sur les réseaux sociaux est hilarante, mais ça reste une équipe qui, malgré leur bonne équipe, elle peine à remplir leur aréna, si bien qu'elle couple souvent l'étage d'en haut pour amener tout le monde en bas pour faire à croire qu'il y a plus de monde qui paraît. Et même si c'est une des meilleures équipes de la Ligue en ce moment, elle peine à faire sale combe. Donc, francisez-moi ce nom-là en ouragan, puis changez-le pour Nordique et amenez ce club-là à Québec. Belle chemise! C'est vrai qu'elle était belle, sa chemise. Oui, belle chemise, les Blue Jackets de Columbus. Mais connaissez-vous l'origine de leur mascotte, ou plutôt, savez-vous c'est quoi leur mascotte? C'est un gros insecte avec de l'attitude qui représente la fierté et l'acharnement des habitants de Columbus, selon l'équipe marketing. Vous, en tant qu'habitant, aimeriez-vous être représenté par un insecte? En plus, c'était sa grosse face jaune verte weird avec des gros yeux rouges comme premier logo de l'équipe qui a été changé avant même que l'équipe joue son premier match. Bref, l'insecte avec de l'attitude, ça fait pas très sérieux. J'ai déjà aimé les Blue Jackets de Columbus, je trouve que c'est des losers sympathiques. Leur canon, c'est une grosse idée, mais on s'entend. C'est pas la pire équipe que je vais classer dans le Tier D, mais le gâteau n'a jamais vraiment levé encore, et mine de rien, ça fait déjà 20 ans qu'ils sont là. Et si on compare aux 4 nouvelles franchises qui ont joint la LNH à la fin des années 90, le Wild et les Predators ont fait une meilleure place dans le marché que les Blue Jackets, et ben, ils sont quand même moins pires que les Trashers d'Atlanta, car eux, au moins, ils n'ont pas encore déménagé. J'ai cherché pendant beaucoup trop de temps sur cette franchise de merde que sont les Devils du New Jersey, mais il n'y a pas grand-chose, genre rien, nada d'original, ça sert à rien que je vous dise que leur nom vienne de la légende du diable du New Jersey, c'est un peu poche. Donc j'ai dû cumuler une statistique peu pertinente pour simplement vous dire que les Devils, c'est la franchise qui a pris le plus de temps à avoir une saison gagnante, soit 14 saisons, si on compte les 2 endroits qui ont été avant d'arriver au New Jersey, soit Kansas City et Denver. Mon Dieu, je me paye la traite ici, hein? La 3e équipe de New York dans un rayon d'environ 50 km et à 1 heure de tour de Philadelphie. Mais qui a eu cette idée folle de mettre une franchise là? Tu sais, l'équipe a dû payer des millions aux 3 équipes juste pour pouvoir s'installer dans le marché. Oui, il y a bien du monde qui habite là, mais mettons que j'aime le hockey, ce qui est plutôt un fait rare aux États-Unis, les Devils seraient probablement la 4e équipe en liste pour être choisie par un partisan. Mais, tiens, au moins leur logo est cool et le chandail est cool, puis Martin Brodeur et puis tout là. Les Islanders de New York ont été créés grâce à un dick move de la Ligue nationale. En effet, la ligue rivale à la LNH durant les années 70, où on a vu apparaître les Nordiques, yes! Soit la World Hockey Association avait une franchise, les Raiders de New York, d'ailleurs un nom un peu cave pour rivaliser avec les Rangers, veut installer leur nouvelle équipe dans le nouveau futur Vetus Arena, le Nassau Coliseum. Mais la Ligue a flairé le coup et a accéléré le processus d'expansion pour ajouter une 2e équipe dans New York. Évidemment, la nouvelle équipe a dû payer pour les Rangers pour le dédommagement des droits territoriaux et les Raiders ont dû cesser d'exister. Et voilà, méchante autre ligue pas fine qui a amené 4 nouveaux clubs, dont 3 qui ont déménagé parce que Gretzky. Ouais, du hockey comme dans le temps. Comme des choses. Ouais.
Ça a longtemps mérité d'être dans le Tier D, mais ça aurait été la 4e équipe de suite dans la division que je classerais ici, mais j'ai changé d'avis. Hein? Vu qu'ils ont une nouveau arena, les Islanders risquent moins de déménager, donc ça sert pas à grand-chose que je les classe dans le Tier D. Je les mets donc dans le Tier B, car je les trouve sympathiques d'être un club de no-name puis d'être une des meilleures équipes de la Ligue nationale, sauf cette année. Et cette équipe-là a osé nommer Mark Streit comme leur capitaine dans leur histoire, ce qui, ça, c'est pas banal. Si vous êtes wise, vous savez qu'après les Islanders viennent les Rangers de New York, hein? Équipe la moins glorieuse des 6 équipes originales. Et c'est justement là qu'on va aller en 1928, où les Rangers se retrouvent pour la première fois en finale de la Coupe Stanley. Les partisans capotent, mais pas pour les raisons que vous pensez. En effet, aucun des 5 matchs de la finale contre les Maroons a eu lieu à New York. Ils ont tous été disputés à Montréal. La raison? Ben, le cirque s'est installé au Madison Square Garden, donc impossible d'y jouer au hockey. Les Rangers l'ont quand même gagné. Les New-Yorkais ont tellement fêté leur premier championnat qu'ils ont causé un crash boursier l'année suivante. Certifié nul! Ben oui, toi, les Rangers dans le TRS, probablement à cause de leur aura mystérieuse qu'on les voit comme une grande franchise, même si elle n'a remporté que 4 coupes Stanley. Mais leur chandail est nice, et comme tout bon de partisans de hockey québécois, le fait qu'ils repêchent Alexis Lafrenière me fait pencher un peu plus du côté de New York, montant d'un échelon dans mon tier list, et les voilà dans le tier S. Et l'équipe est vraiment le fun d'avoir joué en ce moment, puis ça, c'est non négligeable. Ah, Philadelphie, la cité de l'amour fraternel, c'est-à-dire qu'elle n'hésitera pas à t'envoyer chier sans aucune raison valable. Et c'est l'occasion parfaite pour vous parler de la genèse de la meilleure mascotte, tous sports confondus, Greedy. Tout a commencé au match des étoiles en 2016 où l'équipe de marketing des Flyers a constaté qu'elle était la seule équipe avec les Rangers qui n'avait pas de mascotte pour la compétition de mascotte. Il fallait remédier à la situation. Les directives de l'équipe étant d'éviter une mascotte associée à leur nom, genre rien qui vole, ou aux Broad Street Bullies, donc pas de mascotte qui ressemble à une brute du secondaire. Les Flyers voulaient une mascotte qui va all-in, qui veut faire un statement, que les fans aient plus envie de lui faire un high-five plutôt qu'un câlin. Donc, après 100 prototypes, le Greedy qu'on connaît est né. Et sa personnalité flamboyante vient surtout du gars qui s'occupait de son Twitter et dans les premières journées en jouant la stratégie cocky des Golden Knights avec un petit soupçon de creepy. Le mental. La dureté du mental. Je sais pas si c'est parce qu'ils jouent en orange, mais j'ai toujours eu un petit faible pour les Flyers. Probablement parce que leur logo ne veut rien dire et que je mets leur chandail la nuit pour faire du rollerblade pour pas me faire frapper par un char. C'est une équipe qui est malheureusement sur le déclin et qui aurait probablement dû diminuer dans mon tier list, mais Greedy fait bien sa job, donc tu restes tier A. Les bébés pingouins sont pétrifiés de terreur. Ils savent que s'ils tombent de cette falaise, c'est la mort qui les attend. Vas-y Jean-Claude, aide-les un peu. Les rivaux de la Pennsylvanie, les Pingouins de Pittsburgh. Et on va rester dans le domaine des mascottes car la première mascotte que l'équipe a eue est un véritable pingouin vivant. Ben oui, toi, notre ami Pingouin Pete, c'est ainsi qu'il s'appelait, a travaillé pour son premier match en 1968 en marchant sur la glace avec une petite laisse. C'était tout cute! Bien évidemment, vu qu'on est dans le passé, hein, le pauvre Pete n'a pas été conservé dans des conditions favorables et est mort un peu plus tard dans l'année. Ainsi s'acheva la vie de la première des 2 mascottes d'animaux vivants d'une équipe de la LNH. Bon, mes petits curieux, vous voulez savoir quelle autre équipe a eu un animal vivant comme mascotte? Non, c'est pas les Blackhawks de Chicago, mais encore les Pingouins de Pittsburgh. En 1971, ils ont ramené un autre pingouin vivant, surnommé Repeat, excellent choix de nom, pour une autre saison avant de se rappeler que c'est une mauvaise idée. Ouais, du hockey comme dans le temps. Commets des choses. Ouais. Écoute, si j'aime les Flyers, de facto, je dois pas aimer les Pingouins. Mais ça reste leur chandail des années 90 avec leur pingouin minimaliste. C'était mon logo préféré dans mon enfance. Je le trouve donc bien cool. Aussi, c'est l'équipe qui a eu mon joueur préféré de tous les temps, Mario Lemieux. Donc, je peux pas vraiment les mettre dans le tier C. Donc, le tier du milieu va leur convenir parfaitement. I think right here we're gonna walk down to the Capitol. Et on termine notre tour de la division métropolitaine avec les Capitals de Washington. On vous a rappelé quelques fois durant les matchs des Canadiens cette saison que c'est les Capitals qui ont eu l'une des pires fiches en une saison avec 8 victoires, 67 défaites et 5 matchs nuls. Ouh, je sais, hein? Ils ont eu 17 défaites de suite et 37 défaites sur 42 parties sur la route. Ils ont même passé 3 coachs durant l'année. Bon, cette stats-là, avec la COVID, ça impressionne pas tant, mais quand même, écoute,
Écoute, ils étaient tellement poches que lorsqu'ils ont gagné une partie vers la fin de la saison, ils ont célébré comme des fous en prenant la poubelle du vestiaire. Ils l'ont soulevé telle la Coupe Stanley en faisant des tours du vestiaire en se la passant entre joueurs. L'histoire dit pas s'ils ont bu du champagne directement dans la poubelle, par contre. Oui, bravo d'avoir gagné la coupe et let's go Ovechkin pour attraper Gretzky, mais c'est une équipe pleine de Russes qui se forcent pas, hein. Ils m'ont pas tant intéressé, mais mon frère tripe beaucoup trop sur eux vu qu'ils comptent parmi leur rang l'harceleur. Mais Tersey, à cause de leur foutue sirène de but, plus capable! Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la balado. Mais ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'entrave, ligue ouverte, ligue fermée, ligue orange, alouette. Non, pas d'alouette, ni de club de foot, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est Bon, les Canadiens sont des poules mouillées, hein? Sont des poules mouillées. Ils n'ont pas nommé une femme comme DG, hein? On va encore laisser Toronto le faire avant nous, mais c'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui. On va pas parler de ça aujourd'hui. On va parler du cas Kent Hughes. Oui, Kent Hughes. Hein? C'est un Canadien en 5 minutes. Où est-ce qu'on va choquer? Il y a une affaire qui me dérange, hein? C'est cet inconnu de Kent Hughes, là. Il a pas de cheveux. Il est chauve. On peut voir son reflet sur la tête quand il fait gros soleil l'été. Et là, commencez pas à me traiter de raciste capillaire, là. Non, loin de là, OK? C'est pas le fait qu'il ait pas de cheveux, là. Il a le droit, là. Ça, il a le droit. C'est pas moi qui va lui empêcher de pas avoir de cheveux, là. Je suis pas une police de ça, là. C'est pas moi la Gestapo, là. Je vais pas commencer à ostraciser le monde puis à faire des goulags avec du monde qui a pas de cheveux. Non, c'est pas ça. Mais c'est le fait que ce soit un directeur général chauve. Ça me pose problème. Bon, là, vous allez me dire qu'il n'y a pas tant de nuances entre les deux, entre le racisme de ça puis comme ça, mais c'est vrai. Écoutez, parce que dans la Ligue nationale de hockey, les bons directeurs généraux chauves, il n'y en a pas tant. Et, les amis, j'ai fait mes recherches. Oui, j'ai fait mes recherches. J'ai été chercher depuis l'année 2000 tous les directeurs généraux à avoir été dans la Ligue nationale de hockey avec une équipe de hockey, OK? Il y en a 126, d'accord? Et d'après vous, il y en a combien qui étaient chauves là-dedans? Il y en a 6. 6 chauves. Et quand je dis qu'il y en a 6, je compte là-dedans Kent Hughes et aussi Patrick Allvin, qui vient d'être engagé DG pour Vancouver. Je sais pas c'est quoi la mode, hein? On engage maintenant des DG chauves, là, mais en tout cas, bref. Et là-dedans aussi, vous allez me dire, bon, OK, il y a Lou Lamoriello, il n'y a pas tant de cheveux, Peter Chiarelli aussi, puis l'autre Taouin, là, qui est Doug Armstrong, là, puis Jim Rutherford, ils n'ont pas de cheveux. Ben non, ben tu sais, moi, ça compte pas. Ça compte pas si tu fais juste te raser de près, puis on voit ta petite repousse de cheveux avec les spots où est-ce qu'il n'y en a pas. Non, hein. Moi, je cherche des chauves purs. Des chauves purs, OK? Et ça, il n'y en a pas tant. C'est ceux qui assument qu'ils n'ont pas de cheveux, puis ils font juste raser tout, puis c'est bien clean, hein? Puis là-dedans, je vais lire sortir, regarde. On a Mike Smith, hein? Mike Smith, pas le gardien, le DG des Chicago Blackhawks. Il était là de 2000 à 2003. 100 victoires, 100 défaites, 24 matchs nuls. Ouh, je sais, hein? Puis 12 défaites en prolongation. Il a participé une fois aux séries en 3 saisons, 0 ronde gagnée. Ouch! Tom Rowe, en Floride. Il était là une saison avant d'être congédié. 35 victoires, 36 défaites et 11 défaites en prolongation. Il n'a pas fait les séries. Hein? Bon, il y en a qui vont me dire Stan Bowman, hein? Stan Bowman, ben oui, il est chauve, lui. Mais tu sais, j'ai checké. Puis j'ai checké pour de vrai, là, gang. J'ai checké à chaque année, voir quand est-ce qu'il était chauve, quand est-ce qu'il a assumé qu'il avait pas de cheveux. Puis genre, c'est rasé coco. Parce qu'il a tout le temps eu les cheveux courts, mais là, il a mené faire coco, non. Puis c'est à partir de 2020 qu'il a assumé son pas de cheveux. Et on sait que c'est arrivé, hein? Il s'est fait renvoyer en 2021. Puis il y a eu une fiche de 24 victoires, 30 défaites et 8 défaites en prolongation, 0 victoire, une série. Ouch! Bon, il y a quand même de la lueur au bout du tunnel, les amis. Jarmo Kekalainen, il est arrivé en 2013 avec les Blue Jackets de Columbus. 330 victoires, 260 défaites et 67 défaites en prolongation. 5 fois! Il a fait les séries sur 8 saisons. Mais une seule ronde de gagner. Commencez à avoir un petit pattern ici, là, hein?
les directeurs généraux chauves ne gagnent pas en série. Et ça me pose problème, les amis. C'est important de gagner en série, parce que sinon, à quoi qu'elle sert la saison? Donc, ce que je suggère à Kent Hughes, c'est 1. Soit s'acheter une perruque. 2. Se greffer du poil de dos. Ou 3. De renverser la vapeur. Hey, je suis optimiste, voyons, ça n'a pas de sens. Renverse la vapeur et prouve-nous qu'un DG chauve, ça peut marcher dans la Ligue nationale. Il est nordique de Québec là-dedans. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu me laisses pas parler. Serait temps qu'on parle d'eux un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, OK. Les Nordiques, en moins une minute. Le ministre des Finances du Québec, du gouvernement du Québec, a rencontré la Ligue nationale de hockey. Bon, ça donnait rien, mais c'est pas grave. Est-ce que le ministre, il a rencontré pour le Canadien? Non, il a rencontré pour les Nordiques. Hey, 1-0, Nordique, dans tes dents, Montréal. Bon, pour la prochaine affaire, j'ai eu l'idée du concept de ce sketch-là en octobre 2020, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire, puis ça a pris un peu de temps, mais comme on sort d'une 5e vague, je me suis dit que ce serait le moment idéal pour vous présenter la prémisse suivante. Et si la situation de la COVID-19 chez le Canadien de Montréal avait été gérée comme le jeu Among Us? Nous sommes en mars 2021. La situation pandémique est devenue catastrophique. Les hôpitaux sont complètement bondés par des personnes âgées, des conspirationnistes et des voyageurs immunisés se croyant spéciaux. Résultat, on ne peut plus rien faire sans un vaccin. Les antivax s'isolent dans leur groupe Facebook, il n'y a plus rien à voir sur Netflix et les compagnies de gel désinfectant s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver un moyen de jouer la saison de hockey. C'est ainsi que le 13 janvier 2021, le Canadien de Montréal entame sa saison vers un Centre Bell à huis clos, là où le COVID-19 ne pourra jamais les atteindre. Les voix des joueurs ont été doublées en français puisqu'aucun d'eux ont pris la peine de l'apprendre. Bon, OK. 3 mois que la saison roule et aucun cas, tout va bien. Oh, pourquoi est-ce que Weber gosse avec la switch de la lumière du bureau? Ah, je vais aller voir. Hey, mon chien, qu'est-ce que tu fais ce matin? Ah, tu t'assures que t'as pas de commotion cérébrale, c'est bon, mon chien. Et, pas de symptômes de la COVID? OK, je faisais juste demander. Bon, Weber est chill, allons voir Drouin dans le vestiaire. Salut, mon Jonathan. Voyons, pourquoi le 7 va pas dans cette case-là? Encore en train de faire un saut du cul? Hein? Ah oui, Marc, un esprit sain dans un corps sain, hein? Continue comme ça, mon Joe. Hey, as-tu entendu ce que j'ai entendu? Ben, quelqu'un a toussé? Vite, allons voir. Personne. Patron, c'est quoi ça par terre? Oh non! Un test positif, c'est ce que je craignais. Vite, un meeting d'urgence. Bon, les gars, si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est que j'ai la certitude que quelqu'un dans l'équipe a attrapé le COVID-19. J'aimerais que la personne qui, là, se manifeste pour qu'on puisse l'isoler des autres joueurs. Chill out, gang. Ma femme dit que c'est juste une petite grippe. Avec tout le respect que j'ai pour ta femme, Carrie, si on n'écoutait que ses propositions, le Canadien de Montréal aurait abandonné ses opérations hockey pour se concentrer sur le monde de la mode. Mais ils sont beaux, ces chandails. Moi, croire que quelqu'un n'a pas respecté consigne de laver la main. Quelqu'un comme toi, Paul Le Barreau. Moi, j'ai vu l'autre jour qu'un mien n'a pas mis de gel désinfectant avant d'entrer dans la douche. Ben voyons, c'est pas moi! C'est sûr, c'est Weber, il passe son temps à toucher toutes les switches de lumière du complexe d'entraînement. Les gars, ça sert à rien de se diviser. On a juste besoin de savoir qui a pogné la COVID pour qu'on le sorte de l'équipe pour 2 semaines. Mais c'est pas se diviser, ça? Moi, pense que Bergevin veut mettre blâme sur autre personne que lui. Hey, voyons, c'est moi qui ai collé le meeting d'urgence COVID. Ça peut pas être moi. Mais peut-être que tu veux que quelqu'un d'autre prenne le blâme à ta place. Hey, j'étais avec Jonathan dans le vestiaire quand on a trouvé le test positif. C'est vrai, Joe? Wow, mêle-moi pas à ça. Moi, dis que jaune est suspect. Pour la dernière fois, arrêtez de l'appeler comme ça. Il s'appelle Nick Suzuki. Qu'il arrête de mettre Audi jaune, alors. Il devrait parler à ma femme, elle a justement une nouvelle collection pour les jeunes. Je viens de voir sur Twitter qu'un journaliste a entendu quelqu'un tousser. Donc, faut vraiment trouver un coupable et ça presse avant que les médias se mettent à inventer des niaiseries. Ma femme pourrait utiliser son Instagram pour détourner la... Ouais, c'est ça. Ta gueule avec ta femme. Fait que si je comprends
bien, c'est l'un de nous. Ouais. Et le COVID, c'est pas full contagieux. Ouais. Puis tu nous as tous mis dans la même petite pièce. Tu penses pas qu'on va toute la pogner? Toi, tu t'arranges pour que je t'échange à Columbus pour un choix de 3e ronde. Ok, j'ai rien dit. Les gars, votez pour moi. Je suis prêt à me sacrifier pour l'équipe. Ben non, Carrie, on sait tous que tu cherches juste une excuse pour avoir une semaine de break pour aller pêcher dans les Rocheuses. L'homme de peu de mots a raison. Moi croire aussi que Armia a COVID-19. Hé, ben voyons, il dit juste ça parce que je l'ai accusé tantôt. Je vous dis que c'est pas moi. Qui croyez-vous le plus, moi ou Weber? Weber a raison, c'est sûr. Alors, mon Joël, le vote est clair. Prends ce petit coupon rabais du motel le plus tôt à Sorel et va passer les 14 prochains jours là-bas. Ah, allez, tout chier, je m'en vais d'ici. Ben, c'est pas mal pour ça qu'on a voté. Bon, voilà une bonne chose de régler. Qui c'est qui a toussé? C'est tout pour l'épisode 82 de Match Nul. On vous invite à aller vous abonner à un autre podcast et d'aller dire dans les commentaires de ne pas écouter Match Nul parce qu'on veut rester underground, on veut rester quand même pas trop connu. Hein? Et je vais recommencer pour de vrai cette fois le Match Nul Gaming en février, fait que soyez à l'affût. Donc on se revoit une prochaine fois pour un autre épisode du Match Nul.